Voilà, mettons quelqu'un qui arrive chez vous en disant les gars, mon compte il est bloqué, il faut que je dépense 200 000 dans X temps à l'aide, il me faut une solution et puis vous avez réussi à aider et puis à déployer au fur et à mesure en faisant tout le processus. Quand on a quelqu'un au téléphone, parce qu'il est bloqué, il doit toujours dépenser 200 000 euros de temps en temps. C'est vraiment le chiffre. En général, c'est à ce moment-là, quand on leur permet de réaccéder à la publicité, on joue avec les règles méta. On les contourne pas, parce que ça c'est pas méta-friendly, mais on sait jouer avec. On sait les utiliser avec subtilité pour faire passer des messages qui passeraient pas en temps normal, quoi. Quand on en a un nouveau qui vient nous voir en nous disant voilà, c'est simple, j'ai mon challenge dans 8 jours, mes pubs doivent démarrer demain et je dois dépenser 200, 300, 400K d'ici demain. Pour le bas de combat, on met à dispo le compte, on fait en sorte que ça se passe bien et qu'il puisse tourner, quoi. Et vous y arrivez en plus, ça va. On y arrive. On y arrive. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une interview qui est quand même très spéciale parce que vous êtes pas du tout présent en ligne à l'heure où on parle cette vidéo en termes de vous en tant que CEO de la boîte d'Astra Media. Vous n'êtes pas présent sur les réseaux, c'est peut-être la première interview que vous faites, non? C'est pas la première, mais c'est vrai qu'on on est pas souvent là, on n'est pas souvent en ligne, on est plus des mecs de l'ombre. Effectivement. Déjà que moi je suis un gars de l'ombre en étant le CMO, agence de marketing pour les infopreneurs en général. Eux, c'est les gars de mon ombre à moi avec qui on travaille sur certains projets et d'où en fait on va parler aujourd'hui sur la compliance des comptes pub méta et sur l'exploitation de ces choses-là parce que c'est vrai que quand on dépense beaucoup d'argent sur méta, on peut se faire très vite ban et on peut avoir de très gros problèmes. Donc eux, c'est l'équipe sur laquelle je compte près tous les jours pour essayer d'avoir des comptes pubs qui tiennent et qui se maintiennent pour qu'on puisse d'un côté servir nos clients. Donc pour que les gens comprennent qui vous êtes, est-ce que vous pouvez vous présenter chacun votre tour? Yes, bien sûr. Bah écoute, moi c'est John, donc fondateur avec Mario de Astra Media. Donc je vis en France, dans le sud de la France. Dans la boîte, je m'occupe plus de la partie relationnelle stratégie. Très différent avec Mario. Je pense que vous allez le découvrir sur ce petit interview. Mais c'est ce qui fait notre force. Et je pense que c'est ça qui nous a permis de passer toutes les épreuves jusqu'à aujourd'hui. Yes, et ben moi c'est Mario, cofondateur avec John effectivement d'Astra Media depuis 2022. Et moi je m'occupe plus de la partie tech et délivrabilité. Comme a dit John, on forme un duo complémentaire. Bah pour enchaîner sur la question qui suit, c'est quoi exactement Astra Media? Parce que là je dis un nom comme ça, je dis qu'on fait de la compliance, mais qu'est-ce que vous faites? Exactement. Et qu'est-ce que c'est Astra? Donc Astra Media, on a créé l'agence en 2022. Suite à des propres problématiques qu'on a eues en interne quand on faisait, on en parlera tout à l'heure, mais quand on faisait à l'époque du dropshipping. On était continuellement bloqués sur Facebook à s'en arracher les ongles et on avait trouvé à l'époque des solutions sur des agences US qui proposaient justement à ce qu'on appelle des agency ad account. On connaissait pas le principe, on a testé, on s'est dit franchement c'est trop bien, c'est game changer. Et bon, comme on est entrepreneur avant tout, on s'est dit bon, si on a nous ces problèmes-là, on va. Il y a une partie, quasiment tous les entrepreneurs en France qui vont l'avoir. Donc on s'est dit bon, on arrête le drop et on se lance à fond là-dedans. Et c'est là qu'on a créé Astra Media en 2022 et 4 ans après, on est toujours là et plus fort que jamais. Comment vous avez trouvé vos premiers clients chez Astra Media? Parce que vous avez dit ok, nous on a ce problème-là. Comment est-ce que maintenant on va expliquer ça aux gens et comment est-ce qu'on trouve des personnes qui nous font confiance? C'est drôle parce qu'on en a parlé hier justement avec John au resto. En fait, on avait avant ça une autre petite agence qu'on avait montée qui s'appelait à l'époque Feedbook et qui résultait aussi d'un problème qu'on avait en tant que e-commerçant. On avait des problèmes de blocage de pages. Parce que du coup, bon, on en parlera peut-être après, mais du coup sur Facebook, quand tu fais de l'e-commerce, Facebook envoie une enquête de satisfaction du coup après à tes acheteurs sur Facebook. Il y a une note et du coup, toujours ça d'ailleurs je sais pas. Je sais pas si ça se fait toujours. Donc c'est ce qu'on appelait à l'époque le score de page et quand du coup ton score de page baissait en dessous de 2 sur 5, ta page était bloquée et du coup tu pouvais plus faire de pub. Et donc nous, pareil, on avait trouvé des solutions pour gonfler artificiellement le score et puis être bloqué. Donc on avait lancé ce service-là qui avait bien fonctionné courant 2022. Et du coup, on a utilisé cette base de clients qu'on avait déjà, parce que c'était des e-commerçants, du coup, à leur proposer les comptes d'agence. Si tu veux rajouter quelque chose. Non, t'as bien résumé la situation. C'est vrai que ça s'est fait naturellement. Si, quelques contacts que John avait de par ses diverses expériences pro. Ouais, moi à l'époque, je vivais à Dubaï. Okay. Et j'avais monté un petit groupe d'entrepreneurs. Alors j'étais allé dans un groupe Facebook et j'avais donc d'expatriés francophones à Dubaï. Et j'avais créé un petit groupe d'entrepreneurs. On se rejoignait 1 ou 2 fois par semaine dans un lieu. Alors je faisais ça avec un amateurisme complet. Mais du coup, ça m'a permis de rencontrer mes premiers entrepreneurs à Dubaï. Et de suite après, ils sont devenus nos clients par la suite des choses.
Ça s'est fait assez naturellement. Donc nos clients, ils sont venus et de Feedbook et de mon petit réseau d'entrepreneurs à Dubaï. Ok, et ça vient d'où la spécialisation, mettons, infopreneurs, c'est eux qui sont venus depuis ces événements-là et puis de bouche à oreille? Je pense que c'était ceux qui étaient le plus dans le besoin. Alors au début, on était plus spécialisé dans le e-commerce. On avait plus de e-commerçants, dropshippers. On était plus axé dans ce réseau-là. Et naturellement, petit à petit, j'ai rentré à l'époque un pote à moi qui était dans l'infopreneuriat, qui lui m'a recommandé d'autres personnes. Et en fait, petit à petit, on a développé très rapidement la branche infopreneuriat. Il y avait un réel besoin dans cette branche-là. Et petit à petit, on a commencé à avoir pas mal d'infopreneurs et on s'est créé un nom dans ce réseau-là, quoi. Ok. Astra Media aujourd'hui, ça intervient sur quel problème que les gens ils ont? Parce que là concrètement, on a parlé un peu de compliance et tout, mais quand les gens viennent nous voir, mettons, moi je pourrais dire, mais je vous laisserai l'expliquer. Qu'est-ce que les gens viennent chercher chez vous et qu'est-ce que vous résolvez comme problème pour eux? En gros, nous, on a associé un produit et un service. On a le produit qui est du coup le compte publicitaire d'agence, puisqu'on est Meta Business Partner, donc on a un partenariat officiel avec Meta qui nous permet d'avoir des avantages que peu d'annonceurs ont. Et parmi ces avantages, on a effectivement la possibilité d'avoir des comptes d'agence, des comptes pub d'agence, voilà, qui sont par définition mieux trustés par Facebook que les comptes classiques. Donc, in fine, moins de blocage. On ne peut pas le quantifier parce que ça reste Meta, mais voilà, il y a quand même beaucoup moins de blocage. Aucune limitation de dépenses, contrairement à des comptes pub classiques. Au début, tu les crées, t'es capé à 40 euros par jour, 50, 60, et ça augmente. Nous, voilà, on peut direct commencer avec 10 000 euros par jour si on veut. Et un support méta prioritaire, contrairement aussi au support classique où tu passes par un support externalisé qui est très peu réactif, qui s'y connaissent pas. Nous, on a un support directement à l'interne. Donc ça, c'est l'outil. Et le service du coup qu'on apporte, nous, c'est un service de compliance, c'est-à-dire que nous, ça fait quasiment 10 ans qu'on bosse sur Meta, donc on a intégré toutes les politiques, publicitaires de Meta, plus on a une connaissance parfaite de l'algorithme, des mises à jour, etc. Et du coup, on va aller conseiller nos clients sur la compliance. Donc la compliance, en fait, c'est faire en sorte qu'un client qui ne respecte pas les règles Meta, qui n'arrive pas à puber comme il veut, devienne conforme aux politiques. Donc on a des clients, par exemple, qui arrivent des fois avec des promesses trop agressives ou même des domaines qui ne sont pas conformes envers Meta. Et nous, le job, c'est les faire puber, de passer d'un point A à d'un point B. Donc, ils ne peuvent pas puber à une situation où ils peuvent puber. Donc ça, c'est la compliance. Une partie aussi analyste, où on va du coup décortiquer un petit peu les stats de nos clients sur demande et leur faire des plans de scaling sur mesure en fonction de leurs stats. Ça, c'est pas très démocratisé, mais on le fait du coup sur demande aussi, puisqu'on a forcément, on a aujourd'hui plus de 30 millions de spend en 4 ans. Donc on a une connaissance extrême de comment réussir sur Meta, donc on a une partie aussi conseil. On touche pas aux pubs, mais on va agir un peu comme finalement, grossièrement, le média buyer du média buyer. Okay. C'est-à-dire que voilà, on va aller conseiller, nous, le média buyer ou celui qui est en charge des ads pour ça. Et puis après, tout un tas de services qu'on développe, la newsletter Meta, c'est-à-dire que périodiquement, on va envoyer du coup toutes les news qu'on récupère de Meta pour informer nos clients des changements de l'algo, etc. Et voilà, grosso modo, finalement. Ce serait quoi les mauvaises pratiques que les gens font avant de venir vous contacter? Genre, qu'est-ce qu'ils font mal? Alors, il y a plein de choses. Je dirais que tu en as beaucoup qui pensent que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Ça, c'est très, très récurrent. On a beaucoup de clients qui viennent nous voir. Mais oui, mais moi, j'ai vu mon concurrent qui fait ça. Pourquoi moi, j'ai pas le droit de le faire? C'est une très mauvaise pratique parce qu'il faut jamais regarder ce que font les autres. On sait pas combien de temps ils tournent. On sait pas combien de fois ils sont bloqués. On ne sait pas leur technique et c'est une très mauvaise idée de se comparer aux autres. Faut d'abord penser soi-même à être compliant avant de se plaindre. Avoir des promesses de gains trop agressives, en ce moment surtout avec la mode du make money online, etc. On a des gens qui arrivent en mode allez, faites x10, x20 sur votre salaire ou sur votre chiffre d'affaires, atteignez les plus de 100 000 euros par mois sans rien faire, perdez du poids, perdez 20 kilos en 3 semaines. Enfin, toutes les promesses sont globalement interdites. Voilà, je pense que si tu as des choses à rajouter, je vois pas d'autres. En général, clairement, les gens, quand ils viennent chez nous, c'est qu'ils sont bloqués. Ouais. On va pas se mentir. Ils ont du mal à venir chez nous. Et le jour où ils sont bloqués, ils sont bien contents de pouvoir venir nous trouver. Nous, on leur trouve des solutions. Et en général, c'est à ce moment-là, quand on leur permet de réaccéder à la publicité, c'est à ce moment-là qu'on voit avec eux, qu'on se pose un petit peu sur leur landing page, sur leurs ads. Et on dit, OK, là, on va dire qu'on a un petit jeu de... On joue avec les règles Meta.
On les contourne pas, parce que ça, c'est pas meta-friendly, mais on sait jouer avec. On sait les utiliser avec subtilité pour faire passer des messages qui passeraient pas en temps normal, quoi. Est-ce que vous avez un exemple, alors sans citer de nom, sans citer le client, mais des exemples d'un cas qui est arrivé la première fois, c'était ouais, putain, compliqué comme situation à gérer et que vous avez réussi à améliorer avec le temps et que vous avez retrouvé un problème? En termes d'exemples d'ads Ouais, mettons quelqu'un qui arrive chez vous en disant les gars, mon compte il est bloqué, il faut que je dépense 200 000 dans X temps à l'aide, il me faut une solution et puis vous avez réussi à aider et puis à déployer au fur et à mesure en faisant tout le processus, quoi. Alors, il y a un truc qui est marrant, c'est que quand on a quelqu'un au téléphone, parce qu'il est bloqué, il doit toujours dépenser 200 000 euros de temps en temps. Ouais, savoir le chiffre. Alors, c'est marrant parce que au téléphone, ils sont tous, ouais, moi je vais dépenser 500K, nanana. Alors, c'est marrant parce qu'on en a vu passer des gens avec des grandes bouches. Et ouais, non, là, le cas le plus urgent qu'on a eu, c'est les infopreneurs, hein, les top infopreneurs. Aujourd'hui, aujourd'hui, on accompagne quand même les plus gros infopreneurs francophones. Quand on en a un nouveau qui vient nous voir en nous disant, voilà, c'est simple, j'ai mon challenge dans 8 jours, mes pubs doivent démarrer demain et je dois dépenser 200, 300, 400K d'ici demain, prends le bas de combat, on met à dispo le compte, on fait en sorte que ça se passe bien et qu'il puisse tourner, quoi. Et vous y arrivez en plus à avoir. On y arrive. On y arrive. Et du coup, c'est combien de temps quand les gens restent avec vous en général? C'est quoi vous avez un turnover ou pas sur les clients? On a très peu de turnover. En général, alors les gens viennent chez nous, on arrive toujours à trouver des solutions. C'est très rare qu'on dit à quelqu'un qu'on n'arrive pas à trouver de solution et qu'on n'est pas capable de l'aider. Je crois que tant que c'est des business normaux et que c'est pas du scam ou quoi, en général, on est toujours capable d'aider. Des fois, ils vont voir ailleurs, voir si c'est pas moins cher parce qu'on leur a proposé moins cher, etc. Mais ils finissent toujours par revenir. Okay. Parce que on en parlait tout à l'heure au restaurant, quand tout se passe bien, mais c'est quand c'est la guerre et que c'est bloqué que c'est là où tu te dis ok. Et c'est vrai qu'au final, ils finissent toujours par revenir. En vrai, c'est très rare que les clients partent et ne reviennent plus jamais. Ou alors, ils changent de business. On a très peu, hein. Je pense que on a très peu de clients qui partent. La seule raison qu'ils puissent partir, c'est qu'ils arrêtent ils arrêtent les pubs. Mettre la caisse sur la porte, ils arrêtent la pub. Ouais, et puis l'avantage avec vous, c'est que le support est en français. C'est vrai que le concurrent. Le support est en français. Vous, c'est en français, donc c'est très pratique comme ça. Le support est en français, la team elle est française. On a notre super Wendy, que tu connais bien, qui est dispo jour, nuit, week-end, vacances. Elle est dispo H24, elle est géniale. Plutôt agréable de l'avoir à nos côtés. Là, si mettons, est-ce que vous auriez recommencé cette agence dès le début? Vous auriez fait le e-com si vous deviez recommencer le système? Est-ce que vous auriez recommencé par le dropshipping ou est-ce que vous auriez directement essayé de faire du compliance comme là aujourd'hui? La force des choses a fait qu'on a commencé par le dropshipping et c'est ça qui nous a permis de dériver jusque-là. Donc en vrai, moi je changerais rien. On a fait pas mal d'erreurs sur notre parcours que j'enlèverais, sans rentrer dans les détails. Mais en vrai, je pense que les choses se sont juste ficelées de la bonne manière entre où on a commencé, les leçons qu'on a apprises, ce qui nous a... Enfin, à l'époque, on faisait du dropshipping, quoi. Au tout début, on se lançait. C'était en quelle année? 2021. Pour la petite histoire, on avait un dropshipping, on vendait des colliers pour chiens. Ah oui, putain. Personnalisables. Ouais. Donc franchement, trop bien. Ils étaient trop beaux, les colliers, ça marchait trop bien. Sauf qu'on se faisait bloquer par Meta parce que Meta pensait qu'on vendait des chiens. Ah, putain, merde. Donc nous, on mettait notre pub, notre petite créa avec un petit toutou et son collier. Et en fait, on se faisait bloquer tous les matins. Alors c'était horrible. Moi, j'avais quelques heures d'avance sur toi puisque j'étais à Dubaï à l'époque. Ouais. Lui, il était en France. Et tu te lèves le matin, tu vois dans tes mails, c'est le gros panneau rouge à l'époque. T'es bloqué. Et c'est vrai que c'est de là où on a commencé à se dire, OK, il faut qu'on arrive à trouver des solutions. Et à l'époque, on savait pas que c'était un problème de compliance. On n'avait pas encore compris que l'algorithme, il pouvait comprendre des choses à la place d'autres choses, etc. Et c'est comme ça, en fait, qu'on a commencé à rentrer dans le vif du sujet et qu'on a appris à dompter l'algorithme, on va dire, quoi. C'est pour ceux qui n'ont jamais fait d'ads, c'est vrai que Meta, des fois, ils sont pas clairs sur pourquoi est-ce qu'une ad est ban ou pas. Ouais. C'est vraiment, il y a marqué, vous n'avez pas suivi les standards. Voilà, débrouillez-vous pour trouver qu'est-ce qui n'a pas été suivi, quoi. De toute façon, c'est très opaque. Très opaque. Puis de toute façon, non, moi, c'est pareil. Hein, pour rejoindre John, je pense que l'entrepreneuriat est comme ça. On a tous un point de départ. Mais ce point de départ-là, en fait, on fait quelque chose qui nous amène à autre chose, et de fil en aiguille, en fait, on arrive à... Je pense que c'est pareil pour toi, finalement, tu as commencé à faire quelque chose, et il faut juste saisir les opportunités,
Et oui, à l'époque, on était des bourrins. En fait, on a fait toutes les erreurs possibles, inimaginables. Et maintenant, on sait. Je pense qu'aujourd'hui, sans se mettre en avant, on a un recul par rapport à Meta qui est dans le top en France. Puisqu'en fait, on connaît toutes les situations, on a tout fait, on a fait toutes les erreurs. Et aujourd'hui, on évite justement, même par un conseil simplement, les trucs basiques, tu vois. Nous, à l'époque, ce qu'on faisait, c'est quand on avait un compte pub bloqué, ce qu'on faisait, c'est que automatiquement, moi, c'était mon compte pub, on passait sur le compte pub de John, qui se refaisait bloquer. John, il passait sur le compte pub de sa mère. Puis après, une fois que c'était bloqué, on passait sur le compte pub de sa nana. Il y a même une fois, on avait tous nos comptes pubs bloqués. John était à Dubaï, sa nana était restée en France. On faisait des Google Meet avec sa nana pour qu'elle configure depuis son ordi les pubs, tu vois. Ouais. Et ça bloquait, en fait, on s'est rendu compte qu'en fait, au lieu de forcer comme des bourrins, en fait, il faut juste comprendre pourquoi ça bloque, au lieu d'essayer de retenter. Donc, on connaît parfaitement tout ça, quoi. Donc, aujourd'hui, on conseille extrêmement bien nos clients. Et vous avez vu justement, alors, depuis 2022, du coup, des changements de tendance dans les compliance des méta, des choses qui étaient possibles avant ou impossibles avant, qui ont changé, parce que il y a beaucoup de trucs de crypto qui étaient impossibles avant. Ouais, mais Maintenant, il y a... Meta est quand même super opaque, en fait, on doit le deviner. En fait, nous, si tu veux, même en étant Meta Business Partner, on n'a pas une liste comme ça, tiens, ça, tu peux pas le faire. On doit le deviner, en fait. C'est à force d'itérer, de faire et de refaire, et de ce qu'on voit aussi avec nos clients, qu'on est capable de déterminer à peu près. On n'est jamais certain à 100%, finalement. Meta est toujours très, très, très opaque. Donc, on le devine, on a eu des changements. Après, il y a quand même une sorte de fil d'Ariane global depuis le début. Et après, voilà, il y a des petits changements de temps en temps, mais c'est pas la compliance. Une fois que tu as compris le système, ça change pas des masses, quoi. Il y avait quand même à l'époque, il y avait quand même des vagues de blocage un peu sans raison. Ouais. Tu te souviens Élection de Trump. Ouais. Élection de Trump, il y avait aussi une guerre là qui se déclenchait. Il y avait pas mal d'événements dans le monde. Ouais, dès qu'il y a des situations géopolitiques. Ah ouais. En gros, l'algo, alors je le remarque moins aujourd'hui, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui ça part en couille tout le temps. mais c'est vrai qu'avant, aux élections de Trump, on avait remarqué qu'il y avait un espèce de durcissement de l'algo. Et il y avait beaucoup de blocages un peu sans raison. C'est un peu comme l'algo Meta, en fait, les fondations de l'algo de Meta, quand il a été construit, il n'a pas été fait dans la prédiction que ça allait avoir autant d'engouement, la pub sur Meta. Ils ont fait Andromeda après. Voilà, les bases, les fondations de cet algo, elles sont complètement pourries. Et la recrudescence d'annonceurs publicitaires a fait que l'algo, en fait, il était dépassé. Et ça bloquait pour rien. Tu te souviens, enfin, des fois, il fallait faire au moins 18 demandes de review avant que ce soit débloqué. Enfin, c'était un peu un bordel. Ouais. Ça s'est quand même calmé, ça, depuis quelques années. Ça s'est quand même calmé. Ils ont eu quand même pas mal d'améliorations sur le support. Ils ont mis en place quand même pas mal de choses depuis 2020, en vrai. Hein. Sur le support, maintenant, tu peux les contacter. Avant, c'était... Il y a un chat maintenant. Ouais, maintenant, il y a un chat. T'as identité pour envoyer au mec. Ouais, tu sais, avant, t'avais une petite box, tu envoyais, t'avais jamais de réponse. Et même le délai de réaction, il est quand même un peu plus élevé. Donc d'ailleurs, sur Meta, ils ont un fonctionnement, je sais pas si tu veux qu'on en vienne maintenant ou pas, mais sur le fonctionnement du support de Meta. Ouais. Meta, en fait, quand t'envoies ta demande de support à Meta, en fait, c'est pas Meta qui la reçoit. En fait, Meta embauche des sociétés externes, des sous-traitances qui servent un petit peu de rond-point d'information. Okay. Donc en gros, ces sociétés, donc ces call centers vont récupérer les infos du problème et eux, ils vont leur rôle, ça va être de dispatcher l'info en fonction du problème à la bonne équipe de support Meta. Okay. Et je pense... Des routeurs. Voilà, des routeurs. C'est exactement le mot que je cherchais. Et en gros, c'est ces sociétés externes, ils n'ont aucun pouvoir. Eux, leur seul but, c'est de comprendre ton problème et de l'envoyer à la bonne équipe Meta. Sauf que eux ont accès à des informations que l'équipe Meta n'a pas accès. Et l'équipe Meta a accès à des informations que les fameux routeurs n'ont pas accès. Donc, il y a un problème de communication. Mais en tout cas, on le voit que Meta essaye de mettre quand même en place des choses pour que le support se fasse de manière plus fluide et plus simple. Mais c'est quand même encore un peu le bordel. Et il y a ces sociétés externes qui facilitent ou non la tâche. Alors, on a une réponse directe maintenant du support, tu peux les avoir en chat, mais est-ce que c'est plus pertinent ? Je sais pas. Ils répondent plus vite, quoi.
Voilà, ils répondent plus vite, ils envoient l'info à la bonne équipe, mais la bonne équipe est en sous-effectif, donc c'est vrai que ça reste compliqué, quoi. En Europe, vous avez le support téléphonique de Meta ou pas? On a le support téléphonique. Parce que moi, Pas tout le temps dispo. au niveau des comptes qu'on a au Canada et aux US, on a, je crois, quelqu'un qui nous appelle tous les 2 mois pour prendre des news de comment avance le compte et tout. Et à chaque fois, c'est une personne différente. Il faut que je réexplique tout le business au complet à chaque fois, donc c'est pas pratique. Tu réponds encore, toi, à ces gens-là? Ah non, j'arrête de répondre. C'est une personne que j'aimais d'être conservée. Il y a marqué méta, maintenant je Ouais. raccroche. Alors, C'est fou ça. on n'a jamais vraiment compris à quoi ça servait, ces gens-là. Et, On nous conseillait des trucs en plus qui étaient Ouais. random dans la stratégie. ouais. Et qu'est-ce qu'ils ont à y gagner? Tu vois, qu'est-ce qu'ils ont à y gagner de t'accompagner? Alors, tu sais, ils veulent vraiment t'avoir au téléphone, Ouais. comme s'ils avaient des objectifs, mais Je pense qu'ils en ont, puis je pense que moi de leur côté, c'est au moins méta, ils font en mode ok, on essaie de contacter les gens, on fait un pas vers nos médias bailleurs et puis on dit qu'on est là, mais concrètement, c'est pas concret quoi, ça sert à ça, rien. c'est l'éternelle Mais nous, question. on le sait, mais je me dis, en plus, Ouais. s'ils ont le téléphone des gens qui le savent pas, qui ont lancé quelques pubs, mais qui vont écouter des conseils de ces gens-là qui ont jamais lancé de ads, ça peut devenir dangereux après. Bon, maintenant, on est rendu les avantages plus et tout le truc au méta maintenant gère les ads pour nous. Ça, Ouais. on en parle aussi, parce que vous, de votre côté, c'est quoi la vision que vous avez sur le media buying, vu qu'on a dit qu'il y avait une disparition un petit peu du media buying au fur et à mesure. C'est la vision que vous avez de ça par rapport à ce que vous faites? Ça va disparaître, hein. Je vais laisser Mario, je pense, expliquer un petit peu sa vision. T'es plus Mettons partie l'ancienne technique que vision du moi. media buying, tu vois, l'ancienne vision du media buying par rapport à ce qui était demandé à un media buyer à l'époque, et avec Andromeda, comment ça arrive quoi. De toute façon, nous, en tous les cas, on s'inquiète pas forcément puisque on n'est pas des média buyers de métier. Donc nous, autant que les gens dépenseront sur Facebook, ils auront besoin de nous. À contrario des média buyers, puisque on remarque là depuis quasiment un an, depuis Andromeda, le rôle du média buyer a changé. Enfin, en tout cas, maintenant, il y a deux média buyers. Il y a les média buyers d'avant Andromeda, les média buyers d'après. Ceux d'avant, ils se reposent encore sur leurs acquis. Ils veulent pas entendre parler de la mise à jour. Ils font, comme en l'an 40, leur petite strat basique qui ne fonctionne plus. Et il y a ceux qui ont compris le changement et qui s'adaptent et qui ont compris que finalement, maintenant, c'est plus une question de stratégie, c'est une question de créative et de quantité de créative et non pas de stratégie top secrète, broad plus ci, plus ça, audience affinée, machin, ça marche plus. Et voilà. Moi, je pense que plus ça va, plus le métier de media buying, en tout cas, va pas disparaître, mais il faut s'adapter, quoi. On devient un poste plus global où on englobe la stratégie publicitaire en même temps. Le media buyer simple qui demande des créas à ses clients, ça va se terminer, quoi. C'est vrai qu'il y a l'IA qui rentre en jeu. Ouais, ça, c'est un vrai truc. Et on retrouve un petit peu un aspect qu'on retrouve sur les investissements, c'est que l'IA, elle analyse de la data. Elle va pas y mettre d'émotion. Et on tombe un peu dans l'ère où maintenant, sur le media buying, t'as tendance en tant qu'humain, t'as tendance à toujours vouloir rectifier, peut-être un peu trop tôt, etc. Elle, l'IA, elle va comprendre que si le CPL, il augmente ou il descend, ça veut dire ça. Donc, elle va vraiment se faire sur de la data. Donc, concrètement, le métier de media buyer, aujourd'hui, ça va être plus du pilotage que de la stratégie, quoi. Ouais. Oui, la relation que vous avez du coup avec vos clients, est-ce que vous parlez plus souvent du coup à des média buyers, à des CMO, aux infopreneurs eux-mêmes? Est-ce que les infopreneurs à des niveaux avancés comprennent ce que vous faites, ou est-ce que c'est pas eux qui pilotent la relation que vous avez avec eux? Alors, on a plus tendance à être en contact avec les médias buyers et les équipes marketing, parce que l'infopreneur en haut de l'échelle qui a le business, en général, il fait confiance à ses équipes pour gérer la partie marketing, c'est pas lui qui est en charge de ça. Est-ce qu'ils comprennent ce qu'on fait? Ils le comprennent quand il y a des problèmes. Ok. Ils le comprennent quand il y a des problèmes. Tu sais, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, on est un peu comme une assurance, t'es là, tu nous payes, et tu as tendance à vite oublier pourquoi. Ouais. Mais le jour où il y a des problèmes, le jour où il y a une petite piqûre de rappel par la vie, t'es content de nous avoir, un peu comme toi quand t'as ta voiture, Ouais. tu payes, tu sais pas pourquoi, mais le jour où ta voiture elle prend feu sur l'autoroute, t'es bien content d'avoir ton assurance, quoi. Qu'est-ce qu'ils le comprennent? Je pense que oui, puisque ils payent notre service, et s'ils le payent, c'est qu'il y a une bonne raison. Et puis je pense pas qu'ils arriveraient à dépenser ces sommes-là s'ils passaient pas par des comptes comme les nôtres, quoi. Ouais, je vois. Puis il y a quand même les garde-fous des équipes de marketing qui sont en mode les gars, on a besoin d'eux, il faut qu'ils restent Ouais, là. on est Je d'accord. pense qu'il y a ça avec eux. On est d'accord. On Là, travaille beaucoup en sous-marin. C'est vrai qu'on travaille pas mal en sous-marin avec les équipes. Ouais, L'équipe de l'ombre de l'équipe de l'ombre. ouais, c'est ça. Mais là, vous, au niveau d'acquisition, vous me disiez, vous faites beaucoup de recommandations. Beaucoup de gens qui parlent de vous et qui vous recommandent. Mais c'est quoi vos ambitions futures pour Astra Media? Parce que là, on en parlait au resto, je sais pas si on peut en parler ouvertement de ce que vous comptiez faire par rapport à la suite. Mais en vrai,
On n'est peut-être pas dans la vision ultra long terme. Nous, on sait qu'on est en train, si c'est pas déjà le cas, de devenir une des top agences en termes de comptes publicitaires. Même au sein de Meta, on commence quand même à avoir pas mal de spend qui passent sur nos comptes annuellement parlant. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui envoient autant de budget sur leur compte. Aujourd'hui, on se crée un nom. Je pense qu'on s'est créé un nom dans le monde de l'infoprenariat qui est quand même solide. Et c'est vrai que tous les mois, là ce mois-ci, on a combien de recommandations? Une quinzaine peut-être qui tombent, hein. On est fin janvier, un petit peu moins de 15 quand même, mais tu vois, on a fait 10 onboarding comme ça Sans faire de pub. Ça vient tout seul. Ouais, en étant dans l'ombre, sans faire de pub, on a de la recommandation. Pourquoi? Parce que on essaye d'être présent jour et nuit, enfin tout le temps. On est réactif, on trouve toujours des solutions. On connaît le business de nos clients et on sait l'impact que ça a d'avoir des problèmes sur Meta. Donc on l'a vécu, on le vit au quotidien puisqu'on a quand même pas mal de clients. Je pense qu'on est juste ultra réactif, ultra bon dans ce qu'on fait, hein, et ce qui nous permet de garder ce nom fort. Je pense qu'on va juste continuer comme ça. On va essayer de se réouvrir un petit peu au e-commerce. On a plus trop le réseau e-commerce, on n'est plus trop connu dans le monde de l'e-commerce, mais c'est un marché qui nous intéresse. C'est un marché qu'on peut prendre, donc je pense qu'on va rester discret pour le moment sur notre stratégie à ce niveau-là. On va bientôt essayer de prendre de la place dans le monde de l'e-commerce et leur fournir des comptes pour leur permettre de faire pas mal de choses, quoi. Ouais, si je puis rectifier, mon cher associé, c'est pas on va essayer de prendre le marché, c'est on va prendre le marché. Puisque. Non, mais il faut. Ouais. Non, c'est vrai, aujourd'hui, voilà, comme j'ai précisé, on a de la concurrence. On a un service quand même assez unique que la concurrence propose pas. L'outil, voilà, il y a d'autres agences Meta Business Partner qui fournissent aussi, grosso modo, les mêmes types de comptes, mais nous, le service qu'on apporte, derrière, il est plus riche et plus élevé. Et aujourd'hui, clairement, c'est mettre la concurrence hors de portée. Continuer à être numéro 1 sur la thématique entrepreneuriale, infopreneur. Donc assouvir du coup notre position sur ça. Et voilà, aller rafler le marché sur la partie e-commerce, puisqu'on est très peu connu du e-commerçant. Et du coup, on va développer bientôt une nouvelle offre destinée à l'e-commerce, parce qu'on s'est rendu compte qu'ils n'avaient pas les mêmes ambitions. En fait, un infopreneur, lui, ce qu'il veut, c'est un compte stable, ne pas être bloqué. C'est très important sur ces challenges. Qu'un e-commerçant, lui, voilà, blocage ou pas blocage, voilà, c'est pas qu'il s'en fout pas, mais il a pas les mêmes besoins. Et nous, on a besoin. Et nous, en fait, on va essayer d'ouvrir une offre spécialement pour eux, pour que tout le monde finalement puisse trouver son compte. Ah oui, non, pardon, oui. Ouais. Et voilà, et pour info, Astra, ça vient de Ad Astra, qui veut dire vers les étoiles. Et donc, c'est là où on va. Et qui dit e-commerce aussi dit du coup pas seulement Meta, parce que du coup la transition il vient de trouver. Là, vous ouvrez autre chose que Meta, si vous pouvez en parler. Non, on l'a déjà. Vous l'avez déjà, mais ça n'a pas été non plus... Ouais, on est en route, pour devenir TikTok partner. Ok. Euh, C'est quoi la différence entre les Meta Compliance et les TikTok? Parce que c'est pas la même boîte déjà. Est-ce que vous repartez de zéro pour devenir à partenaire avec eux, ou est-ce que c'est la même façon de travailler? Parce que je pense que ça c'est un truc que les gens ont aucune idée de la différence entre les deux plateformes et qu'est-ce que ça prend pour on est en pleine formation sur ça, justement, on n'est pas encore trop de recul. Ouais. On s'intéresse, mais on n'est pas encore officiellement TikTok partner. Il faut qu'on justifie d'abord d'un spend qu'on essaie de gérer nous en interne, et aussi d'un certain niveau de qualification. On veut pas proposer quelque chose qu'on maîtrise pas, tu vois, sinon ça sert à rien. Nous, on a un service qualitatif et on va pas se mettre à proposer quelque chose qu'on maîtrise pas, sinon on va se cramer et ça sert à rien. Ouais. Donc c'est en cours de route et on le développera très prochainement aussi. Est-ce que vous avez besoin de beaucoup convaincre les gens au niveau du closing de passer par vos services, ou c'est vraiment genre les gars ils ont un problème, il n'y a pas le choix, ils ont besoin du service, qu'importe le prix, ils y vont quoi? En fait, il y a deux types de personnes. Tu as la personne qui est bloquée. Là, il peut pas se passer de nous. Il n'a pas le choix. Donc, c'est assez simple de closing. Et la personne qui est recommandée. Donc, en vrai, non, c'est plutôt assez simple au niveau du closing. On a des tarifs, on pratique des tarifs qui sont validés depuis des années. Donc, en général, ça peut faire des petits frissons, mais c'est le bon tarif. Et comme on en parlait tout à l'heure au resto, donc vu que c'est de la recommandation, en général,
Voilà, c'est un petit appel, il voit qu'on est sérieux, on voit que la personne en face est sérieuse, ça se fait assez naturellement. Puis on a une bonne relation avec nos clients, on est quand même amené à échanger très régulièrement avec nos clients. On a des groupes WhatsApp assez vivants, donc non, ça se passe bien, en vrai, ça se passe bien. Astra Media, c'est combien de personnes dans l'équipe qui gère tout ça? Là, on va être 4 personnes à travailler à temps complet dessus. Ok. Et après, on a peut-être 3 4 personnes qui sont là de temps en temps selon les besoins. Mais en complet, on est 4. Ok. Ça ressemble à quoi, mettons, les journées d'Astra Media, c'est beaucoup de discussions avec les clients ou vous êtes vraiment. C'est que des pings parfois quand il y a un problème? Ou tous les jours il y a un truc à faire? On remarque que c'est des périodes. Au fil de l'année, on a des périodes plus calmes que d'autres. Voilà. Mais quoique Q4, quand tu travailles dans l'infoprenariat, c'est peut-être pas Non, c'est le challenge. ouais. Tu vois, dans les challenges, septembre, très très grosse période. Ouais. Janvier, là, en ce moment, c'est c'est grosse période aussi. On a les comptes qui tournent à balle. Mais tu vois, décembre, c'était plutôt calme. Ok. C'était plutôt très calme et calme à un point un petit peu inquiétant. Bah après, tu vois, la tempête se préparait pour Et quand janvier. tu vois la tempête arriver sur janvier, tu te dis ok, pas de souci quoi. Mais ouais, c'est un peu par période. C'est jamais le rush toute l'année. C'est des périodes. Alors tout le monde fait des challenges en même temps. Alors depuis Donc, 2022, c'est la question, depuis 2022, vous avez vu une évolution de la façon dont les comptes étaient utilisés? bah, on a vu des spends toute l'année au fil de l'eau se diriger vers des gros spends sur des périodes plus ponctuelles. Ça a commencé avec les webinaires. Ouais. Où là, bah, il y avait quand même des gros spends. Alors, il y a eu la mode qui est toujours d'actualité, mais les webinaires très récurrents du style un par semaine, Ouais. où là, ça dépensait pas mal, d'ailleurs, à ce moment-là. Et là, maintenant, sur les challenges, c'est vraiment des gros montants sur une période très courte. Et après, Est-ce que depuis 2022, les gens dépensent de plus en plus d'argent? ouais, Ouais. Vous avez vu une ouais, évolution du spend, clairement. de la quantité de spend? On a, on a des gens qui dépensent des montants en ads, mais même nous, on se dit, mais comment ça se fait que Meta accepte ça, quoi? C'est un délire. Mais ouais, ça dépense fort. Pareil, sans donner de chiffres, de noms, et ça, c'est quoi le plus gros spend que vous avez vu sur un compte? Sur une période de 30 jours. On a 800 000. 800K sur moins de 30 jours. Hein. 800K sur, c'était combien? 8 jours? Non, 10? ouais, entre 15 et 20 jours, ouais. Autant que ça? Ouais. Ouais. Pour un spend comme ça, est-ce que vous devez vous assurer, enfin, vous faites un support daily de check ou même pas? Ou c'est genre, c'est comme un autre compte? Bah, on n'a pas besoin de faire le check daily parce que s'il y a un problème, Ils on vont est vous au le dire. courant instantané. Non, mais on essaie d'être prévoyant. On a toujours du backup. Ok. On a toujours du backup à ce niveau-là de spend. Chaque jour où le compte ne peut pas tourner, ça a des répercussions financières énormes. Parce que sur 10 jours, c'est Donc, 100K par jour. Putain. ouais. Donc, ouais, on a des comptes backup et on essaye d'être ultra réactif, que ce soit le dimanche, repas de famille par repas de famille. Là, c'est full priorité, quoi. On a du monitoring aussi. On a mis en place en fait un outil de monitoring à l'interne où même pas besoin d'avoir quelqu'un qui surveille en fait automatiquement. Par exemple, s'il y a une variation de stats anormale, Mhm. par exemple un CPM qui va doubler. En fait, on reçoit des alertes. Nous directement, c'est paramétré. Ok. On peut le paramétrer comme on veut. CPM, des CPL qui augmentent aussi de façon anormale ou un budget qui baisse drastiquement. On reçoit une alerte et comme ça, on a un monitoring comme ça qui est passif. Et qui s'autogère directement. Et en fait, on fait confiance à ce monitoring-là, en fait, parce que s'il n'y a pas d'alerte sur les stats, tu vois, finalement, un blocage, c'est un peu comme une crise cardiaque, tu vois. Quand ton corps il fait une crise cardiaque, tu as des signaux avant-coureurs, fondamentalement, et c'est pareil sur un compte, tu as des signaux avant-coureurs, tu vas avoir une hausse du CPM ou un CPL qui va augmenter, tout ça, en fait, on le monitore, et en fait, quand il n'y a pas d'alerte, c'est-à-dire que tout se passe bien, s'il y a une alerte, hop, on est dessus, et on essaie de faire en sorte que ça se passe bien, et déjà, ça permet d'éviter, déjà qu'il y a peu de blocages, déjà ça permet d'éviter encore moins les blocages, et puis bien sûr, comme a dit John, système de backup, si vraiment il y a une friction, ce qui peut arriver, backup automatique et il n'y a pas de coupure, quoi. Au niveau perso, du coup, parce que là on parle beaucoup d'Astra Media, mais vous, au niveau perso, parce que déjà vous avez un service qui est livré unique en France que ben, moi je ne saurais pas comment faire la même chose que vous. C'est quoi vos ambitions personnelles au-delà d'Astra Media ou, bah, je sais qu'il y a le scaling d'Astra Media, mais au niveau perso, dans la vie en général, comment vous voyez la suite de ce que vous faites? Là on est en 2026, on est début 2026. Comment se présente la suite pour chacun? Je sais qu'il y en a qui veulent en Asie là-bas.
Alors pour pas créer de problème, je vais laisser John parler en premier. Il tremble et tout quand il dit ça. Euh, non, en vrai, je pense qu'on est très différents l'un de l'autre. On n'a pas les mêmes projets de vie. Maintenant, on a toujours bossé ensemble, donc on a cette espèce de connexion éternelle qui fait que même avec les différents projets, etc., ça fit bien. On n'est pas ce type d'entrepreneur à vouloir faire des plans sur 5 ans, 10 ans, etc. On est là, on fait ce qu'on a à faire, on kiffe notre vie, on est tous les deux sportifs et on aime prendre soin de notre santé. Donc on passe pas mal de temps dans une journée aussi à prendre soin de notre santé, à faire du sport, à faire nos petites routines, quoi. Donc on se prend pas la tête, on fait ce qu'on a à faire, et on avance comme ça. Moi, oui, j'ai ambition quand même d'aller vivre à l'étranger, peut-être partir en Thaïlande, voilà, de kiffer un petit peu ma vie. Lui, Mario, bah, il va pouvoir le dire, mais il est un peu plus terre à terre. Et voilà, on est vraiment en mode, on se prend pas la tête, quoi. Oui, c'est ça. Après, c'est vrai que chacun a ses ambitions un peu personnelles. Moi, c'est vrai que de par ma situation familiale, voilà, je reste en France. Après, situation personnelle, ben, en fait, c'est toujours continuer dans cette lancée qu'on a depuis 4 ans où on grandit, on évolue, Astra Media se développe. Après, peut-être que ça va faire naître d'autres projets par la suite, je ne sais pas. En tout cas, c'est de toujours donner le maximum pour satisfaire nos clients. En parallèle, bah, nous, on se développe aussi forcément, donc on se développe financièrement, on se développe dans la vie avec l'espérance qu'on acquiert, et puis finalement voilà, c'est ça, hein, c'est d'aller jusqu'au bout des choses sans avoir honte d'en parler, aussi gagner le maximum d'argent tout en respectant nos standards, c'est-à-dire nous, tant qu'on fournit un service de qualité, que les gens sont contents, ben, on n'a pas peur de dire qu'on s'enrichit aussi, parce que du coup tout le monde s'enrichit derrière, nos clients s'enrichissent, tout le monde s'enrichit. Je trouve que ça, cette mentalité peu long aujourd'hui, beaucoup veulent gagner d'argent sur le dos des autres. Nous, c'est pas ce qu'on fait. On gagne de l'argent plutôt les mains dans la main avec nos clients. Vivent bien, petite famille, tout ça, quoi. Une dernière question que j'ai pas posée tout à l'heure, mais est-ce que Astra Media sert que le marché francophone? Non, on a beaucoup de facto d'infopreneurs francophones. On a eu quelques clients américains qui ont gravité, mais les Américains, ils ont leur propre marché sur ça. Généralement, ils ont leurs propres agences. Et c'est vrai que comme on a un service quasiment que français, il y a une petite barrière de langue. Quand même, c'est un peu... Bon, après, il y a assez de quoi faire, de toute façon, je prendrai la francophonie. Oui, de toute façon, oui. Puis, c'est pas même si d'entrepreneurs aux US, ils sont quand même ils sont moins respectueux, je trouve. Ouais. Moins respectueux, c'est pas vraiment le client qui nous drive le plus. Ok. Voilà. Est-ce que vous prenez quand même de l'inspiration sur les marchés anglophones, ou est-ce que c'est vraiment. Vous regardez que ce qui se passe Non, on prend de l'inspiration nulle part. Peut-être que c'est une erreur, hein, mais finalement, je crois on prend de l'inspiration nulle part. En fait, on prend notre expérience, notre vécu pour développer le service et l'expérience de nos clients aussi. Après, l'inspiration. Ouais, comme j'ai dit, nous, notre produit, c'est une commodité. C'est-à-dire que voilà, quand tu es mis ta business partner, tu peux avoir ce produit-là, mais après, nous, c'est le service qu'on a créé derrière qui est unique en son genre, finalement. En fait, ouais, c'est un petit peu différent puisque on n'a pas de système d'acquisition. Nous, on pénètre des réseaux de gens et dans ces réseaux de gens, on a nos futurs clients. Donc, on n'est pas là à essayer de trouver les nouvelles techniques d'acquisition. Peut-être qu'on devrait, hein, ça nous ferait aller plus vite. Hein. Aujourd'hui, c'est comme ça qu'on fonctionne. C'est un bon équilibre entre apporter de la valeur à nos clients, rentrer du nouveau client, puisqu'on en rentre quand même. Enfin, le business, il va bien comme ça. Et en vrai, c'est vrai que c'est aussi cool de se dire, voilà, le business, il fait il avance, on fait ce qu'on a à faire, et ça se passe bien comme ça, quoi. Et pour finir là-dessus, si vous avez, mettons, quelqu'un qui aimerait entreprendre, qui n'est pas sûr de l'idée, qui a envie de tester des choses, mais qui se dit, ah, je sais pas si c'est pour moi, vous avez quand même un type de business qui est unique, on va le dire, c'est pas commun. Comment on fait pour des gens qui ont des idées comme ça un petit peu uniques et qui ne savent pas s'il faut se lancer, si ça a marché ou quoi? Qu'est-ce que vous pouvez dire chacun d'entre vous à ces personnes-là, mettons? Bah, en vrai, de par notre parcours et mon parcours personnel, c'est le passage à l'action. En vrai, le passage à l'action, ça te permet d'être en mouvement
Et quand tu es en mouvement, bah, c'est là où les opportunités elles se créent, c'est là où tu rencontres des gens et en fait tu sais pas ce qui va se passer. Tu te dis allez je vais créer ça, tu te lances là-dedans et tu te dis ah il faudrait que j'aille à ce salon pour essayer de trouver des clients et finalement tu trouves ton partenaire et vous partez sur un autre projet. Donc ouais être en mouvement, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Oui, c'est ça. En fait, faut juste sortir les doigts du cul, quoi. Voilà. Parfait. Grosso modo. Non, non, mais c'est vrai. Juste ta question, c'était que dire aux gens qui déjà réfléchissent. Il n'y a pas à réfléchir. Si t'as envie, moi ça m'énerve. Souvent, on m'en parle. Ouais, j'ai une idée, j'aimerais faire ci, ça, mais je sais pas. T'en penses quoi? J'ai pas trop le temps. Je sais pas si je sais pas ça. John me répétait souvent au début, soit tu fais de l'argent, soit tu fais des excuses. Et je trouve que c'est un bon dicton. Et du coup, maintenant, je le répète aux gens. C'est soit tu fais de l'argent, soit tu fais des excuses, mais bouge-toi les deux du cul, après on verra. Écoutez les gars, merci beaucoup d'avoir pris le temps de parler de vous, d'Astra Media, de ce que vous faites concrètement, parce que je pense que des fois c'est pas clair pour tout le monde qui voit Astra Media et votre service. Pour moi c'est très clair, parce que j'en ai besoin tous les jours, donc c'est clair. Mais là au moins je pense qu'on a pu avoir un bel aperçu de ce que vous faites, de qui vous êtes. Et écoutez, moi je vous souhaite que du bon pour la suite. Je pense qu'on mettra des liens dans la bio façon pour vous rejoindre, que ce soit sur le site ou sur les différentes plateformes. Merci beaucoup, passez une très bonne semaine et puis merci beaucoup de nous avoir écoutés pour cette vidéo. Salut tout le monde. Merci à toi.